les crimes de masse, les massacres de masse et parfois les génocides sont de plus en plus jugés dans le cadre de tribunaux nationaux ou internationaux, en particulier depuis les années 1990, avec les tribunaux qui ont jugé la guerre et l'épuration ethnique en ex-Yougoslavie, dans les Balkans, et ceux qui ont jugé le génocide des populations Tutsi au Rwanda par les Hutus. On va s'intéresser à ce deuxième cas. Juger le génocide des Tutsis au Rwanda, ça a permis de récolter des mémoires individuelles et collectives, donc pour juger des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, et donc écrire l'histoire de cet épisode absolument terrible, dramatique, qui a eu lieu en 1994 et qui a débouché sur la mort d'au moins 800 000 personnes. Alors, il s'agit d'une sorte de laboratoire de justice, comme le dit Antoine Garapon, qui est à la fois juriste et historien. Pourquoi un laboratoire? Parce que c'est le crime de masse, le génocide des Tutsis au Rwanda, le crime de masse qui a été le plus jugé dans l'histoire. On va le voir à travers trois grands points qui correspondent à trois grands types de jugements. D'abord, le tribunal d'Arusha, en Tanzanie. Le tribunal d'Arusha, c'est le tribunal pénal pour le Rwanda, tribunal international, qui a été constitué sur le modèle du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. L'ONU l'a institué avec exactement les mêmes statuts, sans prendre en compte véritablement les spécificités du génocide rwandais. On a voulu juger les grands décideurs, commanditaires du massacre, donc des personnalités de haut rang dans les populations Hutus du Rwanda, des décideurs politiques, militaires, des influenceurs culturels, économiques. Ça a débouché sur 35 condamnations. Par exemple, la condamnation du colonel Bagosora, qui a été reconnu comme un planificateur. Alors, 35 responsables pour un massacre de plus de 800 000 personnes, ça peut paraître assez peu. Et c'est les critiques qui ont été faites à ce tribunal pénal international pour le Rwanda, qui n'a pas voulu juger en même temps les Hutus et les Tutsis, parce qu'il y a aussi des crimes de masse qui ont été perpétrés par l'armée Tutsi, le Front populaire du Rwanda, qu'on ne qualifie pas de génocide, mais qui a créé des dizaines, voire des centaines de milliers de victimes. On n'a pas voulu juger ces criminels-là pour éviter les négationnistes, ceux qui sont les tenants de la thèse du double génocide, un génocide répondant à l'autre. On n'a pas non plus jugé les Tutsis parce qu'on devait obtenir le soutien de Kigali, c'est-à-dire du Rwanda, de la capitale, du gouvernement de Kigali, qui devait coopérer pour fournir des documents. Donc finalement, on a recueilli 800 000 pages de témoignages pour faire 800 à 900 000 pages de témoignages pour écrire l'histoire de ce génocide. Plus original peut-être, des juridictions nationales se sont tenues au Rwanda, mais dans le reste du monde, en vertu de la possibilité pour les justices nationales de juger des criminels de guerre et des criminels contre l'humanité, par exemple pour torture, qui pourraient se trouver hors du Rwanda, dans les autres pays. Alors, il y a d'abord eu des procès au Rwanda, grâce aux pays limitrophes qui ont livré plutôt les criminels de guerre qui étaient sur leur territoire. Et puis, il y a aussi des jugements qui ont été rendus, par exemple à Bruxelles en Belgique, ou à Montréal au Canada, ou à Paris en France, en vertu de cette compétence universelle. Par exemple, en 2014, en France, vous avez le procès de Pascal Simbikangwa, qui a été arrêté à Mayotte, en territoire français d'outre-mer, et qui a été jugé et condamné en 2014 pour crime de génocide. Ça, c'est une grande originalité de la justice et donc de l'histoire, qui a permis d'écrire l'histoire du génocide. Pour terminer, des tribunaux populaires, dits Gakaka, qui se sont tenus au Rwanda même, entre voisins. On dit souvent, en suivant les travaux d'historienne Hélène Dumas, que le génocide au Rwanda était un génocide entre voisins.
Les gens se connaissaient, se sont affrontés, se sont entretués. Et donc pour faire passer la justice dans ce génocide entre voisins, on s'est jugé entre voisins. Si bien qu'il y a eu énormément de tribunaux qui se sont constitués au Rwanda même, dans les campagnes, au village, parfois aussi dans les prisons. Il s'agit d'une forme totalement inédite de justice. Il y a eu par exemple 1,9 million de procès qui se sont tenus dans le cadre de 12 000 juridictions ad hoc qui ont été créées pour l'objectif de justice dans les villages. Les procès se sont tenus à ciel ouvert et 140 000 juges. Alors, les peines qui ont été prononcées sont souvent des peines de prison très longues, d'emprisonnement très long, voire à vie, d'autres plus courtes, et les jugés sont, une fois leur peine purgée, retournés vivre dans le village. C'était très très important pour obtenir, in fine, la réconciliation nationale entre les Tutsis et les Hutus du Rwanda et pour que le pays continue à vivre sur les ruines de ce génocide. Finalement, au total, 800 000 personnes ont été condamnées et la justice est passée dans ce pays-là. Donc on comprend pourquoi c'est une sorte de laboratoire de justice. À différentes échelles, à l'échelle des nations, à l'échelle internationale, à l'échelle locale, on a jugé ce génocide. Donc c'est le plus grand événement en matière judiciaire de cette fin 20e, début 21e siècle.